Aujourd'hui, nous parlons des territoires. Les barbarattaques, je vais vous révéler en quelque sorte tout au long du propos ce que ça désigne, quel genre de menace ça évoque. Nous parlons des territoires parce qu'on a voulu, dans la programmation des thématiques de ces conférences, coller au plus près de l'actualité. Et comme nous sommes encore en cours de discussion parlementaire de l'une des réformes qui s'annonce comme réforme phare du quinquennat, la réforme territoriale, il nous semblait opportun de voir quel regard portaient les acteurs de l'économie numérique sur la question territoriale. Donc c'est une dimension encore assez peu explorée, la géographie de l'économie numérique. Je vais vous expliquer dans les minutes qui suivent un peu les différentes sources que moi j'ai pu utiliser pour approfondir cette question, mais qui est absolument critique pour comprendre la façon dont se développent nos territoires, la façon dont se localisent les emplois et surtout les nouveaux paradigmes de croissance dans lesquels va nous installer progressivement ce processus massif et global qu'est la transition numérique de l'économie. Alors, après ce propos qui va durer une bonne demi-heure, me rejoindront sur scène autour de Laurent Bigorne, directeur de l'Institut Montaigne, de 3 invités de marque, et nous leur sommes très reconnaissants d'avoir bien voulu nous rejoindre ce soir. Ce sont Laurent Davzy, qui est professeur au CNAM et auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le développement économique des territoires et sur la redistribution de la valeur entre les territoires. Édouard Philippe, qui est député maire du Havre. Et comme je lui expliquais tout à l'heure, je suis très sensible à sa présence puisque je suis moi-même né au Havre, j'ai grandi au Havre, ma mère habite toujours le Havre et donc c'est une ville qui est très chère à mon cœur. Et Luc Bello, qui est député du Maine-et-Loire. Merci à tous de votre présence et je rentre sans plus tarder dans le cœur du propos. Donc nous sommes ici sur un parti pris, as a family. Nous considérons que nous sommes dans le temps de l'action, c'est-à-dire par rapport à cette nouvelle réalité qui est le développement massif de l'économie numérique, une sorte d'économie qui se superpose à l'économie traditionnelle et qui progressivement la transforme. Nous sommes dans le temps de l'action, c'est-à-dire qu'il faut cesser de nous dire ce qu'on s'est beaucoup dit et beaucoup trop longtemps dit en France, c'est qu'on était dans une révolution à laquelle on ne comprenait rien. La révolution numérique, c'est un postulat ici, elle est passée, elle a pris fin à peu près il y a une quinzaine d'années, lorsqu'a éclaté la fameuse bulle technologique en 2000, avec la chute brutale du Nasdaq et des valeurs technologiques aux États-Unis. Et cet éclatement de bulle a signifié l'entrée dans un nouveau paradigme de croissance, un nouveau paradigme techno-économique, comme l'appelle une grande universitaire spécialiste de ces questions, Carlota Pérez. Nous entrons dans un nouveau paradigme et nous sommes dans le temps de l'action, c'est-à-dire qu'il faut chercher à tout prix et le plus vite possible à comprendre ce nouveau paradigme, à en tirer un certain nombre d'enseignements et à les appliquer dans la transformation de notre économie et donc en particulier dans la transformation de nos territoires. Donc nous sommes après la révolution numérique, il faut absolument chercher à la comprendre pour passer à l'action. Pour ce faire, comme nous sommes dans le numérique qui est une économie dominée par les États-Unis, ici on travaille énormément sur les États-Unis, on puise notre inspiration essentiellement à des sources américaines parce que les Américains sont non seulement ceux qui sont le plus en avance dans le développement de cette économie, ce sont aussi ceux qui la documentent le plus et le mieux, c'est-à-dire qu'ils la donnent à voir, ils la donnent à comprendre, ils publient massivement des ouvrages remarquables, des blogs très abondants, extrêmement riches, et donc il est très difficile de travailler sur l'économie numérique sans se pencher d'abord sur des sources américaines. Et pour cette raison, non pas sur le sujet de la révolution numérique elle-même, mais sur le sujet qui nous occupe ce soir, qui sont les territoires, je voulais vous proposer aussi un détour par les États-Unis et par la relation qu'ont les États-Unis à leur territoire et à leur administration territoriale. La figure, pour ceux qui connaissent les États-Unis et leur rapport au territoire, qui vient tout de suite à l'esprit, c'est un grand juge à la Cour suprême qui s'appelle Louis Brandeis. Donc vous le voyez ici, comme vous le devinez au grain de la photo, il était juge à la Cour suprême dans la première moitié du XXe siècle. Il a marqué l'histoire pour plusieurs raisons. Pour 3 raisons. La première, c'est que ça a été le premier juif nommé à la Cour suprême par un président des États-Unis. Et sa promotion inattendue a rompu une tradition qui voulait que les juifs soient exclus de ces postes très prestigieux aux États-Unis. La deuxième raison qui est intéressante, c'est que Louis Brandeis était, avant d'être nommé à la Cour suprême, un avocat activiste qui était devenu un militant précoce de ce qui est devenu progressivement le droit de la concurrence. C'est-à-dire dans le contexte de la lutte contre les trusts aux États-Unis, il a beaucoup lutté au nom de clients qui étaient des petites entreprises
contre la domination qu'imposaient les cartels et la capture de la valeur que ces cartels imposaient aux petites entreprises aux États-Unis. Et donc il est devenu une grande figure, avant Ralph Nader, de la lutte contre la concentration sur les marchés de biens et services. Et la troisième raison, c'est que ces thèses qui étaient nourries, inspirées par la grande tradition progressiste des États-Unis, se sont épanouies d'une façon spectaculaire parce que peu après qu'il ait été nommé à la Cour suprême, les États-Unis sont rentrés dans une grande période de transformation avec la mise en place du New Deal et de ces institutions qui ont ouvert une très longue période de prospérité. L'une des formules de Brandeis qui est passée à la postérité est cette formule que j'ai écrite là, qui est les laboratoires de la démocratie. Dans une décision de la Cour suprême qu'il a rédigée, il a évoqué cette idée que la raison pour laquelle les États-Unis avaient opté pour un régime fédéral, avaient ménagé une grande indépendance aux États dans la conception et la mise en œuvre de leur politique publique, était que pour qu'un pays aussi grand que les États-Unis puisse prospérer, il fallait pouvoir expérimenter à petite échelle sur le terrain, avec la maîtrise, avec un contrôle démocratique exercé à l'échelle des États fédérés. Et donc il a eu cette formule qui a été énormément employée par la suite, qui est de dire les États-Unis sont un grand pays, mais ils se décomposent en quelque sorte en États fédérés qui chacun sont des laboratoires pour adapter des politiques publiques, pour défricher des nouvelles politiques publiques et les expérimenter au contact d'un territoire, d'une population confrontée à des enjeux qui sont propres à chaque territoire. Alors personnellement, moi j'ai découvert cette formule, évidemment, bien plus tard, et pas directement par Brandeis, mais en lisant, quand j'étais étudiant à Sciences Po, c'était à la fin du siècle dernier, un ouvrage d'un consultant qui s'appelle David Osborne, et qui reprenait cette formule de Brandeis pour évoquer les laboratoires de la démocratie. Mais là, il ne s'interrogeait pas sur les questions de droit, sur les questions de jurisprudence, sur la conciliation dans la Constitution des États-Unis entre l'État fédéral et les compétences des États fédérés. Il s'interrogeait sur les nouvelles pratiques de gestion publique et sur les nouvelles politiques publiques qui étaient mises en œuvre dans les années 80 par des jeunes gouverneurs très prometteurs, pour la plupart démocrates. Et donc ce livre, Les laboratoires de la démocratie, qui date de 1988, est en fait une série de 6 monographies qui présentent l'innovation de politique publique de 6 jeunes gouverneurs démocrates dans 6 États différents des États-Unis. Et l'ouvrage est remarquable parce qu'écrit en 88, c'est-à-dire rédigé probablement entre 86 et 87, parmi les 6, donc il y en a plusieurs qu'on a complètement oubliés aujourd'hui, mais il y en a 2 qui ont joué un rôle très important par la suite. Michael Dukakis, que vous voyez là, qui a été le candidat du Parti démocrate à l'élection présidentielle de 1988. Il a perdu une défaite cinglante face à George Bush le père, mais c'est son bilan et l'innovation qu'il a réussi à pratiquer en matière de politique économique dans l'État du Massachusetts dont il était gouverneur qui lui a permis de devenir le candidat du Parti démocrate. Et la fois suivante, donc en 92, 4 ans plus tard, le candidat, évidemment, celui-là on le connaît beaucoup mieux, c'était Bill Clinton, et Bill Clinton était mis à l'honneur aussi dans ce livre de David Osborne au titre de l'innovation qu'il avait pratiquée dans l'État de l'Arkansas sur les politiques éducatives. Donc Bill Clinton était un grand innovateur dans les politiques éducatives, Michael Dukakis plutôt dans les politiques de soutien aux entreprises. Et ces gouverneurs, leur histoire est particulièrement intéressante parce qu'ils ont pour point commun d'avoir tous commencé leur carrière politique en 1974. 1974, c'est une année charnière. Si vous vous souvenez, c'est l'année où Nixon démissionne. Donc les États-Unis sont victimes d'une énorme désillusion sur leur personnel politique en général, sur le Parti républicain en particulier. Et à ce moment-là, arrive à la Chambre des représentants, dans les États, à des postes un peu subalternes, des lieutenants-gouverneurs, etc., toute une jeune génération de dirigeants politiques qui ont une culture différente, qui sont beaucoup plus optimistes et qui sont prêts à se confronter à l'expérimentation locale en cherchant des nouveaux leviers pour mettre en œuvre et réussir les politiques publiques au service des Américains. Alors, ce que retrace le livre de David Osborne, c'est toute cette histoire, c'est-à-dire cette génération arrivée dans ses premières fonctions politiques en 1974, qui monte les échelons jusqu'à parvenir au poste de gouverneur de plus ou moins grands États et finalement devient un vivier pour les candidats à l'élection présidentielle, a réinventé les politiques publiques sur le terrain et l'a fait dans un contexte où les États aux États-Unis, et c'est assumé, c'est quasiment gravé dans le marbre par la jurisprudence de la Cour suprême, sont ces fameux laboratoires de la démocratie. Ils l'ont fait dans un contexte, et là il faut se rappeler, se pencher tout particulièrement sur l'histoire du Parti démocrate, dans un contexte de grande désillusion par rapport au pouvoir central.
Nixon démissionne sous les huées et quitte la vie politique définitivement. Il ne prendra plus jamais la parole après 1974 publiquement, sauf à l'occasion d'une interview restée célèbre qui a d'ailleurs fait l'objet d'une adaptation en film. Et lui succède, après un court intermède avec Gerald Ford, Jimmy Carter, qui lui aussi va inspirer aux Américains énormément de désillusions sur la capacité de l'État fédéral à améliorer leur vie, relancer la croissance, créer des emplois. Cette image, elle est très célèbre, elle est extraite d'un grand discours que Carter a donné à la télévision et qui est resté gravé dans la mémoire collective des Américains sous l'appellation du malaise speech, c'est-à-dire le discours du malaise. C'est un discours où Carter, qui était un grand réformateur, très optimiste, très ambitieux, très pragmatique aussi, expliquait, avait choisi d'expliquer les problèmes de façon aussi directe que possible aux Américains, d'expliquer que ce n'était pas facile, que les réformes allaient être douloureuses, qu'il allait falloir se serrer les coudes, qu'il allait falloir de l'endurance, de la persévérance. Et ce discours dont il pensait qu'il allait rassembler les Américains autour de lui a eu l'effet exactement inverse, c'est-à-dire qu'il a déprimé littéralement tout l'électorat, et que c'est à partir de ce moment-là que la popularité de Carter a commencé à s'effondrer, qu'il a perdu tout levier d'action sur les politiques publiques, qui s'est progressivement marginalisé et qu'il a finalement été battu par Ronald Reagan en 1980. Donc on a un contexte où les démocrates, dont le mot d'ordre est l'interventionnisme, ils veulent faire des choses, ils ont une vision activiste du pouvoir, bien qu'étant arrivés au pouvoir suite au discrédit de Nixon, sont immédiatement victimes d'une désillusion sur la capacité de changer les choses par le haut. Et c'est pour cette raison-là que c'est dans les États, sur le terrain, sur les territoires, qu'ils vont commencer à mettre au point les nouvelles politiques publiques. Tout ça culmine d'une façon assez spectaculaire dans un deuxième livre de David Osborne. Il écrit ce premier livre, Les laboratoires de la démocratie, pour évoquer ces gouverneurs qui font des choses innovantes sur leur territoire. Il écrit un deuxième livre quelques années plus tard, 3 ans plus tard, qu'il appelle Reinventing Government. Il fait en quelque sorte la synthèse de toutes les bonnes pratiques qu'il a observées sur le terrain, comme consultant, comme observateur. Et il dit, voilà, c'est dans l'administration territoriale des États-Unis que sont les clés pour changer les États-Unis et pour réformer en profondeur l'administration et réinventer les politiques publiques. Ce titre, Reinventing Government, qui est le titre du livre de David Osborne, il va être repris comme un slogan par Al Gore et Bill Clinton pour incarner leur chantier très ambitieux de réforme administrative. Ils vont inventer avec d'autres pays, les États-Unis vont prendre le leadership d'un grand mouvement mondial qui associe aussi la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Canada, la Suède, et ça s'appelle la nouvelle gestion publique. Et ça chemine avec toujours un peu de retard jusqu'en France, où en France on adopte en 2001, sous l'inspiration d'Alain Lambert, sénateur, et de Didier Migaud, député de l'Isère à l'époque, et rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, la fameuse loi organique sur les lois de finances qui transforme profondément la façon dont on gère les deniers publics, dont on les alloue, dont on donne aux managers plus d'autonomie pour pouvoir expérimenter et optimiser l'efficience et l'efficacité de la dépense publique. Alors, vous voyez, si j'ai fait tout ce détour par les États-Unis, c'est pour vous montrer l'approche très pragmatique qui a dominé là-bas, c'est-à-dire la Constitution des États-Unis de tout temps a aménagé beaucoup d'autonomie aux États, ils sont des laboratoires, et les pratiques qui ont émergé de ces laboratoires ont été progressivement, ont irrigué la façon de concevoir et de mettre en œuvre les politiques publiques jusqu'au niveau de l'État fédéral, après l'accession au pouvoir de Bill Clinton et d'Al Gore. Et ensuite, ça a donné naissance à cette nouvelle discipline, la nouvelle gestion publique, et ça a inspiré les réformes administratives de toutes les administrations nationales dans tous les pays développés du monde, jusqu'à la France en 2001. Tout ceci étant dit, on a plusieurs problèmes par rapport à ce cheminement-là. C'est-à-dire la France, il est difficile de s'en inspirer pour pratiquer aujourd'hui notre propre réforme territoriale. La première raison, c'est que toutes les bonnes pratiques qui ont été recensées, rassemblées et mises en œuvre jusqu'au niveau de l'État fédéral américain, toutes ces bonnes pratiques qui formaient ce corpus, cette discipline, la nouvelle gestion publique, sont aujourd'hui en voie d'être dépassées. Pourquoi ? Parce que l'économie, c'est ça le résultat de la transition numérique, l'économie est en train de changer de paradigme. Et je voudrais vous le montrer, sans trop m'étendre, à travers 3 instantanés.
il faut bien comprendre le paradigme que nous quittons, le paradigme dans lequel nous entrons. Le paradigme que nous quittons, c'est un paradigme qui s'incarne dans l'industrie automobile. C'est une production de masse, de produits standardisés, qui sont acheminés vers des marchés de consommation de masse, où des ménages solvabilisés par un système bancaire et par une protection sociale efficace consomment en masse des produits qui sont à peu près les mêmes pour tous. On est dans l'économie de la production et de la consommation de masse. Par rapport à ce paradigme qui est en train de disparaître, beaucoup de choses changent. Une chose qui change, ce sont les infrastructures. Les infrastructures essentielles dans l'ancien paradigme, ce sont les infrastructures de transport et de production d'énergie. Le réseau électrique, les centrales électriques, le réseau routier, le réseau ferroviaire, tout ça irrigue et propulse l'économie. La deuxième chose qui change, c'est l'organisation des entreprises. On est dans des organisations dans l'ancien paradigme qui sont extrêmement pyramidales, qui fonctionnent suivant les principes de l'organisation scientifique du travail. Tout est normalisé, processé, optimisé, mesuré, cadencé. C'est vraiment, il faut avoir en tête l'exemple de l'industrie automobile et réaliser que cet exemple-là, le premier historiquement à s'être organisé de cette façon-là, a progressivement inspiré et transformé tous les secteurs, toutes les filières de notre économie. Et aujourd'hui, les entreprises ne sont plus du tout organisées comme ça. Dans l'économie numérique, elles sont organisées d'une façon beaucoup plus horizontale, elles sont organisées avec beaucoup plus de liberté ménagée aux équipes. Elles récompensent non pas l'optimisation, mais l'innovation, la créativité, la prise de risque. Bref, les infrastructures ont changé. Ce ne sont plus les infrastructures du monde d'hier, mais Internet, le cloud computing, les grandes plateformes, les réseaux que forment les objets connectés. L'organisation des entreprises a changé. Ce ne sont plus les grandes entreprises industrielles pyramidales et optimisées, mais des entreprises beaucoup plus agiles, beaucoup plus horizontales et beaucoup plus réactives. Et il y a une troisième chose qui a changé et qui est une clé de compréhension absolument majeure, c'est qu'il y avait dans cette économie d'hier, dans le paradigme de la production de masse, un intrant abondant et peu cher qui a irrigué et propulsé toute l'économie pendant toute la durée du XXe siècle et qui était le pétrole. C'est-à-dire, on a vu dans les années 70 à quel point le pétrole était essentiel pour le bon réglage de cette économie de la production de masse. Quand il s'est renchéri du jour au lendemain, tout s'est déréglé et nous sommes rentrés dans une très longue période de crise. Aujourd'hui, dans l'économie numérique, l'intrant abondant et peu cher qui propulse toute l'économie, ce n'est pas le pétrole, c'est nous, c'est-à-dire les internautes. Nous sommes des utilisateurs quotidiens d'applications numériques. Dans cette utilisation quotidienne des applications numériques, nous échangeons des flux de données notamment, mais d'autres ressources aussi, d'argent, des actifs, avec les entreprises qui opèrent ces applications. Et ces échanges de données irriguent l'économie numérique et contribuent de façon décisive à la création de valeur. Et aujourd'hui, les entreprises qui s'en sortent le mieux, qui sortent du lot dans l'économie numérique, ne sont plus comme hier les entreprises qui ont un accès privilégié à une énergie peu chère, au pétrole. Ce sont les entreprises qui ont réussi à forger une alliance avec nous, avec la multitude des internautes, qui, à très grande échelle, par centaines de millions, utilisent quotidiennement leurs applications et leur abandonnent les traces de cette utilisation d'applications numériques. Donc tout change, et dans ce monde nouveau, où les infrastructures sont nouvelles, où l'organisation des entreprises est nouvelle, où l'intrant essentiel, le flux essentiel qui irrigue l'économie n'est plus le pétrole, mais les internautes et leur activité, eh bien, la gestion des administrations et le développement des territoires répondent forcément à des règles différentes. Alors par rapport à ça, nous multiplions les détours. Je mets cette photo de Gaston Defferre présentant la première loi de décentralisation en 1982, pour rappeler que la France n'a pas du tout suivi le même chemin que les États-Unis. Les États-Unis étaient déjà dotés d'une organisation fédérale, privilégiant l'échelon local et l'expérimentation sur le terrain. Nous avons en quelque sorte tiré les leçons de la crise qui s'est installée dans les années 70 en disant l'État est à bout de souffle, il n'arrive plus à changer les choses, à développer l'économie, il faut redonner de l'autonomie à l'échelon local. Et on est rentré dans la première vague de la décentralisation, en quelque sorte en instantiant sur les territoires une sorte de réplique miniature de ce qu'était l'État au niveau national. Donc on a installé des assemblées délibérantes, des exécutifs puissants, dotés d'administrations employant des fonctionnaires, et on a dit à ces gens-là, puisqu'on n'y arrive pas
à l'échelon national. Maintenant, débrouillez-vous et retrouvez les marges de manœuvre qui nous ont désertés à l'échelon national pour changer les choses au niveau local. Donc nous faisons des détours par rapport aux Américains, puisque eux, à l'époque, étaient déjà en train d'expérimenter les nouvelles politiques publiques sur le terrain grâce aux États laboratoires de la démocratie. Deuxième détour, c'est celui que nous sommes en train de pratiquer aujourd'hui, c'est-à-dire la réforme territoriale. Alors vous voyez que c'est la même scène, la même tribune. Évidemment, le grain de la photo est meilleur. C'est le Premier ministre qui présente la réforme territoriale à l'Assemblée nationale, si je ne me trompe pas. Et la réforme territoriale auquel nous sommes confrontés aujourd'hui est inquiétante pour 3 raisons. C'est parce qu'elle est mise en œuvre, en quelque sorte, par un État qui reste profondément imprégné des codes et des règles de l'économie de la production de masse et qui, en quelque sorte, essaie d'étendre aux collectivités territoriales les efforts d'optimisation qu'il s'impose à lui-même. On est dans une démarche d'encadrement de collectivités territoriales parce que leurs dépenses publiques sont considérées comme hors de contrôle et contribuent à l'inflation des dépenses publiques et à l'augmentation de la dette publique. Donc on va encadrer ces collectivités. On est dans une démarche de consolidation parce que, de façon caractéristique de l'économie de la production de masse, on se dit qu'à plus grande échelle, en fusionnant les régions, on va pouvoir réaliser des économies d'échelle et atteindre les résultats qu'on n'arrive plus à atteindre à petite échelle. Et puis, on est dans une logique de spécialisation avec les discussions sur la remise en cause de la clause de compétence générale en disant qu'il faut que les tâches et les fonctions soient clairement réparties entre les uns et les autres. Si vous comparez ça au code de l'économie numérique tel qu'il se dessine à travers l'exemple de ces grandes entreprises, on est extrêmement loin du compte. Pourquoi ? Parce que dans l'économie numérique, ce qui prospère, c'est là où il y a de la liberté d'innover, là où il y a de la possibilité d'expérimenter à petite échelle, quitte à grandir ensuite très fort. Et puis là, surtout, où on ne s'enferme pas sur un métier dans une filière, où au contraire, il faut pouvoir faire preuve d'extrêmement d'agilité pour s'adapter progressivement aux besoins que révèle l'interaction avec les internautes. Autrement dit, le contexte dans lequel est discutée cette réforme territoriale et le message qui est porté autour de cette discussion de la réforme territoriale nous dit que l'État est en train d'utiliser les dernières ressources qui lui restent pour suroptimiser, c'est-à-dire continuer à faire ce qu'on a toujours fait dans l'économie de la production de masse, mais dans une logique de rareté des ressources. Et il impose aux collectivités territoriales cette même logique d'optimisation, d'encadrement, de consolidation, de spécialisation. Et ça nous inquiète, ça devrait nous inquiéter en tout cas, parce que, comme je le disais, on est au rebours de tout ce qui fait le succès dans l'économie numérique. Alors, si tout se passe comme moi je le pressens, c'est-à-dire que l'État va perdre ses marges de manœuvre sous le poids de son endettement, et parce qu'il aura choisi de répondre à cet endettement en serrant les boulons, il va imposer aux collectivités territoriales de serrer les boulons à leur tour, en quelque sorte. Ça va se traduire par un affaiblissement massif de ce que Laurent Davezies appelle le bouclier public et social, c'est-à-dire tous les mécanismes de redistribution qui, transitant notamment par les collectivités territoriales, ont permis de répartir de façon plus ou moins harmonieuse la valeur sur l'ensemble du territoire. Tout ça, ça se devine. Enfin, j'ai moi-même fait un parcours de découverte de ces problématiques-là à travers quelques lectures qui m'ont marqué. La première, c'est un livre d'Éric Morin qui s'appelle « Le ghetto français » et qui explique la mobilité des ménages dans cette démarche de fuite permanente des quartiers les plus défavorisés vers des quartiers un peu plus favorisés. Et qui déjoue en quelque sorte toutes les politiques publiques consistant à cibler les aides sur les quartiers défavorisés. Parce que les gens qu'on cherche à aider, en fait, fuient ces quartiers plus vite que les aides publiques n'arrivent vers ces quartiers. Et comme ça, la classe moyenne inférieure, en quelque sorte, échappe systématiquement, mais par une démarche de fuite, au soutien des pouvoirs publics. La deuxième lecture que j'ai faite, c'est un livre de Laurent Davezies qui m'a éclairé d'une façon extraordinaire sur les enjeux de la création de valeur et de sa répartition sur l'ensemble du territoire, qui s'appelle La République et ses territoires. Et puis plus récemment, alors là je ne l'ai pas lu, et puis vous allez voir qu'on est dans une démarche beaucoup moins épurée de design des couvertures, mais il y a tout le débat qui s'est noué autour de ce livre qui
se focalise sur les quartiers périurbains et sur les quartiers périurbains comme révélateurs de la crise politique que nous sommes en train de vivre. Donc on a, dans un contexte où l'État serre les boulons, où la réforme territoriale va conduire à serrer les boulons pour les collectivités territoriales, on s'achemine vers un affaiblissement massif de la redistribution de la valeur sur l'ensemble du territoire. Ça se fait dans un contexte extrêmement inquiétant qui est le resserrement de la contrainte. C'est-à-dire la France croît moins vite, enfin le revenu national s'amenuise ou croît moins vite que d'autres partenaires. Vous le voyez sur cette courbe où j'ai retracé, grâce à Google, le revenu national de différents pays comparables. Donc vous avez les États-Unis, où le revenu par tête est évidemment bien supérieur à celui des autres pays développés. Et puis vous avez 4 pays qui sont d'une taille, en termes de population et de PIB, historiquement relativement comparables. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Italie. Alors ce qu'on voit, l'Italie est en rouge, c'est que l'Italie dégringole de façon spectaculaire depuis la crise de 2008, que l'Allemagne, et la presse s'en fait l'écho, a au contraire, elle, rebondi d'une façon spectaculaire après la crise de 2008, que le Royaume-Uni a pris un sacré coup puisqu'il s'était spécialisé dans l'industrie financière, mais qu'il arrive à peu près à se maintenir et va probablement repasser assez vite devant l'Allemagne, et que par contre la France est installée dans une stagnation de son revenu par tête qui signifie que nous nous appauvrissons pas en quelque sorte, mais nous nous appauvrissons relativement par rapport à la croissance de ces autres pays. C'est-à-dire que le gâteau que nous devons nous partager entre tous les habitants, entre tous les territoires, est en train à une taille qui va rester la même dans les années qui viennent, et donc ça va créer des tensions terribles. Ça va créer d'autant plus de tensions que l'économie numérique entraîne le phénomène suivant, c'est-à-dire la valeur qui se localise sur le territoire à travers le revenu crée moins d'emplois. Ça se voit à ces courbes spectaculaires qui montrent le découplage qui intrigue beaucoup les économistes américains entre l'augmentation du PIB, la productivité et la création d'emplois. Vous voyez ici que depuis 1947, il y avait à peu près une corrélation. Les deux courbes évoluent parallèlement, la productivité et la création d'emplois. C'est-à-dire tous les gains de productivité se traduisent systématiquement, historiquement, par des créations d'emplois dans le secteur privé. Et depuis 2000, c'est-à-dire depuis pas mal de choses, mais notamment depuis la fin de la révolution numérique, il y a ce découplage qui inquiète beaucoup et qui montre qu'on continue de faire des gains de productivité, mais ça ne se traduit plus par des créations d'emplois. Donc plus de valeur, plus de revenus et plus de valeur sur le territoire se traduit de moins en moins par de la création d'emplois. Autrement dit, tout ça est inquiétant parce que la taille du gâteau est stagnante, la redistribution entre les territoires va s'affaiblir, et puis de toute façon, redistribution ou pas, ça crée de moins en moins d'emplois sur le territoire. La raison pour ça, c'est que l'économie numérique dans laquelle nous entrons, qui se déploie, elle raréfie la valeur et elle la concentre en quelques points seulement de l'économie globale. Pour vous montrer ça, je voudrais vous rappeler un processus de concentration de la valeur qui date d'avant l'économie numérique et qui sont le développement des grandes enseignes de franchise. Ici, c'est une rue de Bordeaux qui s'appelle la rue Sainte-Catherine, qui me semble moi exemplaire de ça. Si vous observez bien toutes les enseignes, vous allez constater qu'il y a très peu dans ces enseignes de commerces locaux. Il y a la Fnac, Sephora, Courir, Brioche Dorée, Go Sport, Orange, Etam, voilà, on les deux, SFR. Là-dedans, les choix qui sont faits dans l'implantation de ces commerces en termes de localisation de valeur sur le territoire signifient qu'en fait, on choisit de créer très peu de valeur et très peu de revenus sur le territoire. Pourquoi ? Parce que le modèle d'un franchisé, c'est qu'on garde localement ce qui permet de payer les salaires, en général pas mirobolant, et puis tout le reste remonte à la tête de franchise sous la forme notamment de rémunération de propriété intellectuelle. Quand Starbucks a été cloué au pilori par la Chambre des communes britannique au motif que toute la valeur qu'ils créaient au Royaume-Uni désertait le territoire britannique, ce qui ne leur permettait de ne pas payer d'impôts, c'est exactement le même système. C'est-à-dire les magasins Starbucks réalisent beaucoup de chiffre d'affaires, mais toute la valeur qui pourrait représenter des bénéfices, en fait, s'échappe du territoire pour aller rémunérer une tête de franchise qui est à l'étranger, en l'occurrence dans un paradis fiscal. Alors là, ce n'est pas du tout numérique. Toutes ces enseignes, ce sont des activités qui ne sont pas numériques. Starbucks même n'est pas numérique. Mais ce que fait le numérique, c'est que ça démultiplie tout ça. Et on ne comprend pas l'économie numérique si on ne réalise pas que c'est comme le déploiement d'un immense réseau de franchisés qui se déploie dans le monde entier, sur plusieurs territoires nationaux, et qui capte la valeur pour la concentrer en quelques points du globe, qui sont pour la plupart aux États-Unis,
ou parfois dans des paradis fiscaux, où les bénéfices transitent sur des longues durées, ou de plus en plus en Chine. Le phénomène, il est un peu comparable à ce qui se passe lors de l'arrivée du TGV dans une grande ville. Vous savez qu'il y a ce grand malentendu historique. On a longtemps pensé que l'arrivée du TGV dans une grande ville allait permettre d'y déployer des activités de façon spectaculaire. Et ce qu'on a constaté en général, c'est l'inverse. C'est que parce qu'il y a le TGV, c'est plus proche de Paris. Et donc, il y a tout un tas de gens et tout un tas d'entreprises qui décident que, bien que voulant faire des affaires dans cette ville de province, ils vont plutôt s'installer à Paris. Et donc ça a un effet de concentration massif du revenu et donc de la valeur à Paris plutôt qu'en province. Donc le numérique, c'est ça à l'échelle mondiale, et ça devrait nous inquiéter parce que imaginez que ce palmier, là, cette oasis qui est au milieu du désert, c'est la Silicon Valley. C'est là que se concentre toute la valeur qui est créée dans l'économie numérique, et donc demain dans toute l'économie, puisque toutes les filières deviennent numériques. Et autour de ça, c'est un grand désert où on a très peu de ressources à se partager. Et la question du développement de nos territoires, elle se pose dans ce contexte-là. Alors tout ça étant dit, qu'est-ce que les barbares peuvent faire pour nous? Les barbares, c'est assez difficile à définir. C'était d'abord, dans notre terminologie ici à The Family, les grandes entreprises de la Silicon Valley qui ont une manière différente de faire des affaires, de toucher leurs clients, de générer des bénéfices, de piloter leur croissance. Ce sont des règles différentes et on ne peut pas résister en quelque sorte à ces barbares si on ne comprend pas leurs règles et leurs objectifs de guerre. Donc une bonne partie du travail qu'on fait ici consiste à décortiquer la stratégie de ces entreprises et d'essayer de montrer comment elles créent de la valeur et pourquoi elles adoptent les stratégies qu'elles mettent en œuvre. Mais les barbares, c'est bien plus que ça. C'est tous ceux qui, inspirés par ces modèles-là, ces grandes entreprises qui sont sorties du lot, cherchent à faire la même chose ici et maintenant. Ici à Paris, mais ici aussi sur tous nos territoires. Et donc la grande question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que les barbares, les Américains évidemment, mais idéalement plutôt les Français, peuvent faire pour recréer de la valeur dans le territoire, compenser l'affaiblissement du bouclier public et social, ancrer la valeur dans les territoires qu'elle est en train de déserter. On doit se rappeler pour ça qu'il y a différents territoires et donc différents enjeux. Je voudrais en gros les ramener à deux grandes catégories. La première catégorie, ce sont les grandes métropoles. Je ne pouvais pas en mettre une autre que Le Havre, que vous voyez là à gauche. La deuxième catégorie, ce sont les territoires ruraux. Les grandes métropoles sont extrêmement favorisées dans une économie numérique qui concentre la valeur en quelques points du globe où se forment les grands écosystèmes d'innovation. La matière grise appelle la matière grise, et c'est les interactions entre les innovateurs qui donnent naissance à ces entreprises qui ensuite croissent de façon exponentielle pour aller capter de la valeur dans le monde entier et la rapatrier sur un territoire donné. Si la Silicon Valley est si riche, c'est parce que d'ailleurs sur un territoire qui était non métropolitain, elle a su cristalliser un tel écosystème, et les métropoles sont en général les mieux placées pour le faire. Donc par rapport au développement de l'économie numérique, les métropoles sont dans une logique de compétitivité. Les territoires ruraux, eux, sont dans une toute autre logique. Ils sont dans une logique de réaménagement du territoire, en quelque sorte. Parce que les territoires ruraux signifient la distance, l'éloignement entre les gens, la rareté des ressources. Et donc, on est dans une logique d'optimisation et d'irrigation d'un territoire qui, sans cela, se vide progressivement de sa substance parce que sa densité ne permet pas les interactions qui font la richesse des grandes métropoles et des grands écosystèmes d'innovation. Alors, si on se focalise un peu sur les métropoles, on est dans une logique de maîtrise ou de diminution de ce qu'on appelle les coûts d'agglomération. C'est-à-dire une grande métropole, la principale limite à sa croissance, au développement des emplois et à l'épanouissement des entreprises, ce sont tous les coûts que l'agglomération impose aux entreprises, à leurs collaborateurs, à toutes les parties prenantes d'un écosystème économique. Pour ça, je voudrais vous donner deux exemples, parce que le numérique a énormément à apporter sur ce volet-là. Le premier exemple, c'est l'exemple d'une compagnie ferroviaire américaine qui s'appelle Union Pacific, qui, face à l'état déplorable de son réseau et dans l'impossibilité d'investir massivement pour renouveler son réseau, a choisi de déployer sur son réseau une immense infrastructure de capteurs et de senseurs qui ont permis non seulement de collecter énormément de données sur tout ce qui se passe sur le réseau, mais aussi d'analyser ces données à des fins prédictives, notamment pour détecter les accidents à venir, optimiser la vitesse des trains dans les tournants pour leur éviter de dérailler. Et cet investissement a constitué un arbitrage extrêmement vertueux parce qu'au lieu de remplacer tout le réseau et de le remettre à neuf, il a suffi de déposer des capteurs d'information
d'apprendre à traiter cette information et ainsi d'optimiser la circulation des trains sur un réseau qui est resté dans son état antérieur, c'est-à-dire déplorable. L'autre exemple d'optimisation de ressources et des flux, c'est dans les agglomérations, et là on est vraiment au cœur des agglomérations, c'est la société Uber. Vous connaissez les conflits qui les opposent aux taxis dans toutes les villes du monde, d'ailleurs pas seulement à Paris, dans toutes les villes du monde. La grande force de la société Uber est d'avoir en quelque sorte déployé le même réseau de capteurs que Union Pacific sur ses rails. Mais sauf que Uber capte des données non pas sur des rails ou sur une infrastructure de transport, mais directement dans la poche de ses clients, de ses utilisateurs, qui en utilisant leur téléphone mobile, se géolocalisent, indiquent à Uber le trajet qu'ils veulent suivre, déposent des notes pour évaluer les chauffeurs, etc. Et tout ça permet à Uber, avec un traitement en temps réel et par itération, d'optimiser progressivement la localisation des voitures pour, avec autant de voitures, servir plus de clients. Donc on est dans cet effet de levier que permet le numérique, parce qu'on décentralise la collecte de données, parce qu'on sait traiter les données à grande échelle, on peut, avec le même nombre, avec la même quantité de ressources, optimiser considérablement, améliorer considérablement l'efficacité du service rendu. Et ça, c'est quelque chose qui prend sens dans le contexte de métropole où, avec des ressources qui sont par essence limitées, on cherche à atténuer les coûts d'agglomération. Et donc ça donne naissance à toute une discipline qui est aussi une sorte de gimmick commercial pour des grandes entreprises d'informatique, mais qui sont les smart cities ou villes intelligentes. Cette idée que dans les grandes villes, on va pouvoir déployer ces infrastructures numériques et grâce à ces infrastructures numériques, éviter de réinvestir dans des infrastructures physiques lourdes, mais au contraire optimiser, rapprocher, épargner un certain nombre de frictions et ainsi créer plus de valeur dans les métropoles. Mais alors si on quitte cette vision un peu très années 80-90 du numérique, c'est-à-dire la programmation de toute une ville par une espèce d'instance centrale qui collecte les données et optimise en temps réel, on est dans une sorte de version intermédiaire de l'économie numérique. Il faut s'interroger sur quelque chose de plus ambitieux qui est-ce que les territoires sont la réponse à ce ralentissement de la croissance et à cette stagnation de notre PIB? Comment ancre-t-on la valeur dans les territoires? Donc là aussi, il y a énormément de littérature. Ce sont des interrogations nouvelles, la géographie de l'économie numérique. L'une des lectures que j'ai faites pour préparer cette conférence, c'est un rapport de McKinsey qui est absolument remarquable et qui nous explique où la valeur va se localiser demain. Aujourd'hui, et surtout comment et pourquoi la valeur se cristallise autour des sièges des grandes entreprises. Le message qu'il faut retenir, c'est qu'avoir le siège d'une entreprise sur son territoire, c'est plus de valeur que les salaires de tous les gens qui travaillent dans le siège. C'est aussi des effets d'externalité absolument massifs qui génèrent tous ces écosystèmes extrêmement puissants et qui entraînent ce cercle vertueux de création de valeur et de développement spectaculaire de tout un territoire. Ça s'est fait historiquement dans les pays occidentaux, ça se fera demain dans les pays émergents. On a un centre de gravité de la création de valeur dans l'économie mondiale qui est en train de se déplacer des pays occidentaux vers les pays émergents et qui se cristallise et se concentre là où sont les grandes villes et là dans ces grandes villes où sont les sièges des grandes entreprises. Le deuxième ouvrage qui est absolument passionnant, c'est un ouvrage d'un économiste américain qui s'appelle Moretti et qui explique la nouvelle géographie des emplois aux États-Unis avec des exemples spectaculaires comme celui de Seattle, qui était une ville déshéritée s'enfonçant dans la crise à la fin des années 70 et qui a fait l'objet d'une renaissance inédite qui trouve son origine dans un seul événement, c'est l'installation du siège de Microsoft à Seattle. Pourquoi? Parce que Bill Gates et Paul Allen, tous les deux originaires de Seattle, ont décidé de quitter le Nouveau-Mexique où ils avaient créé Microsoft au début pour se réinstaller dans leur ville d'enfance. Et la seule installation de Microsoft et la valeur qu'a créée Microsoft a fait de Seattle l'une des villes aujourd'hui leaders dans le développement de l'économie numérique mondiale et a permis de développer cet écosystème dans lequel a pu prendre pied une autre grande entreprise de l'économie numérique qui est Amazon. Et donc tout l'enjeu et toute la discussion est sur ce point-là, c'est où sont les emplois, qu'est-ce qui fait que des emplois se créent massivement à un endroit et que les salaires augmentent parce que la valeur se concentre sur un territoire. Ce qui fait ça, encore une fois, c'est la localisation des sièges
des entreprises. Et donc la question est, si les grandes entreprises d'aujourd'hui, évidemment en France on voit bien qu'elles se concentrent à Paris, comment faire pour répartir demain de façon plus harmonieuse sur le territoire les sièges des entreprises, y compris de certaines entreprises parties de l'état start-up, mais qui peuvent devenir très grandes jusqu'à dominer toute leur filière à l'échelle globale. On le fait en leur donnant des ressources, en les nourrissant sur place, si vous voulez, en leur permettant de croître sur place jusqu'au point de non-retour où il leur devient impossible de partir. Quand on s'est profondément ancré, incrusté dans un territoire, jusqu'au-delà d'un certain seuil de développement, de présence sur un territoire, il n'est plus possible à une entreprise de se délocaliser aussi facilement. Donc tout l'enjeu, c'est, pour faire grandir nos entreprises sur des territoires, c'est comment les retenir suffisamment longtemps, comment leur donner les ressources dont elles ont besoin pour se développer, jusqu'au moment où elles ne peuvent plus déserter le territoire. Donc ça signifie pour les collectivités territoriales un impératif de développement d'un système de financement des entreprises. Parce que la principale ressource dont une entreprise a besoin pour financer sa croissance, c'est de financement. Aujourd'hui, le financement des entreprises de l'économie numérique, ça prend une seule forme, c'est le capital risque. C'est un segment extrêmement marginal du financement de notre économie et qui, à quelques exceptions près, notamment issu du chantier de BPI France, enfin du développement de BPI France, se concentre exclusivement à Paris. Donc ça nous dit une chose, c'est que dans l'état actuel de la répartition du capital risque en France, les startups, si elles se développent à Paris, là où sont leurs investisseurs en capital risque. Et si un jour elles dominent l'économie mondiale, comme Google, comme Amazon, c'est à Paris que la valeur qu'elles captent dans le monde entier grâce à cette domination viendra se concentrer et pas sur les autres territoires. Mais la richesse, les ressources qu'un territoire peut apporter aux entreprises pour les retenir et leur permettre de croître, ce n'est pas seulement du capital, c'est beaucoup d'autres choses. Ce sont des sites extraordinaires qui peuvent devenir le support de nouvelles infrastructures numériques pour développer une filière qui aujourd'hui n'existe pas, qui est la filière du tourisme numérique. Ce sont des moyens de transport qu'on peut rendre observables et programmables à travers des politiques d'open data. Ce sont des modes de vie qui nous sont propres et qui n'existent pas aux États-Unis et qui nous permettent donc de faire grandir des leaders là où les États-Unis sont dans l'impossibilité de découvrir des usages. Je parlais récemment à l'un de nos amis qui opère une société d'affichage publicitaire en environnement, en centre-ville, qui s'adresse aux piétons. Et il disait, je n'ai pas de concurrent ou d'homologue aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les Américains, à part dans quelques villes, dans quelques cas particuliers, ne marchent pas en centre-ville. Et donc un affichage dont la cible est les piétons n'a aucun sens aux États-Unis. Donc aucune entreprise n'a pris en main ce créneau et ne pratique d'innovation radicale aux États-Unis sur ce créneau. Donc il le fait en France, parce qu'en France, on a un mode de vie qui nous est propre et qui est une ressource pour les innovateurs, qui est notre culture de la déambulation en centre-ville, qui nous rend sensibles à de l'affichage publicitaire de centre-ville. Et puis finalement, ici, je mettais quelques habitants de territoire pour rappeler que, parce que dans l'économie numérique, la clé de la réussite pour une entreprise est de nouer un lien privilégié avec les premiers utilisateurs de ces applications. La principale richesse d'un territoire qui permet d'y amorcer des entreprises et de les retenir sur place, ce sont avant tout ses habitants. C'est-à-dire, les habitants, ce sont des problèmes aujourd'hui insatisfaits à la fois par les pouvoirs publics et par les entreprises privées. Chaque fois qu'il y a un problème qui compte, qui génère beaucoup de souffrance, il y a un créneau à prendre pour un entrepreneur qui, dans une alliance précoce avec ceux qui éprouvent ce problème d'une façon insupportable, va pouvoir créer un nouveau service, développer une activité et grandir dans ce lien privilégié avec ses premiers utilisateurs. Si le numérique permet, dit-on, d'abolir les distances, mais l'amorçage d'une entreprise numérique se fait toujours dans une grande proximité entre l'entrepreneur et ses premiers clients. Si l'entrepreneur se localise là où sont ses premiers clients, les habitants du territoire dont il va chercher à satisfaire les besoins, il va pouvoir grandir depuis ce territoire et y rester pour y cristalliser de la valeur. Donc je ne reviens pas sur l'enjeu du déploiement des infrastructures. Partout où il y a une infrastructure physique dont on ne sait plus que faire, qu'on n'arrive plus à entretenir, il y a, comme la Union Pacific, je vous le disais tout à l'heure, une infrastructure numérique à déployer par-dessus pour rendre cette infrastructure, pour l'augmenter en quelque sorte, la rendre programmable, en faire le support, la plateforme pour des nouvelles applications. Et donc toute infrastructure est l'opportunité pour les entrepreneurs de créer des services nouveaux, de créer plus de valeur, à condition de déployer par-dessus ces fameuses infrastructures de capteurs, de ressources logicielles qui la rendent programmable. Donc c'est possible sur des grands sites touristiques comme le château de Chambord.
c'est un sujet dont on discute. C'est possible sur une infrastructure de transport. Je montrais tout à l'heure un tramway, c'est possible aussi sur les taxis. La proposition de loi qui a fait l'objet d'une adoption récente sur les taxis et les VTC prévoit la création d'un registre de disponibilité qui est une sorte d'open data des taxis, qui rend les taxis en quelque sorte observables et programmables par des entrepreneurs qui vont rabattre des clients et permettre d'optimiser l'allocation de cette ressource rare que sont les taxis à Paris. C'est possible grâce à des infrastructures inédites que jusqu'ici on a été incapable de produire, comme cette fameuse base nationale des adresses. Vous savez que même la Poste, aujourd'hui, dont c'est pourtant le métier, est incapable de documenter et de mettre à disposition sur une plateforme toutes les adresses de tous les habitants du territoire. Eh bien, cette démarche, ce manque, cette lacune est en train d'être comblée par une démarche participative appuyée sur une infrastructure de cartographie ouverte et open source qui s'appelle OpenStreetMap, et ça s'appelle le projet BANO, comme base d'adresses nationale ouverte. Alors tout ceci étant dit, donc c'est une nouvelle manière de travailler avec les entrepreneurs. Pour attirer un entrepreneur et le retenir sur le territoire, il faut pouvoir travailler avec lui donner des ressources, du capital, des données ouvertes, des infrastructures programmables. Il faut travailler avec lui comme, en devenant pour les entrepreneurs une plateforme. Donc j'illustre ça avec les porte-avions qui accueillent sur leur plateforme les avions qui peuvent atterrir et décoller et y faire une halte. Les plateformes d'aujourd'hui dans l'économie numérique, ce sont les grands magasins d'applications, les grandes plateformes de cloud computing. L'iPhone, tous nos iPhones connectés en réseau sont une plateforme pour les développeurs d'applications qui s'emparent des ressources mises à disposition par Apple pour créer des nouvelles entreprises. Eh bien, chaque territoire aujourd'hui, avec des ressources qui lui sont propres, ses infrastructures, de tourisme, de transport, ses habitants, ses modes de vie particuliers, peut devenir une plateforme pour des entrepreneurs qui vont venir créer de la valeur locale et, si possible, grandir depuis ce territoire jusqu'à dominer leur filière à l'échelle mondiale. Ça c'est vrai, et je finirai là-dessus, notamment dans l'économie du partage, où des solidarités locales, si ces plateformes existent, se recréent sur le terrain, comme le fut à l'époque le mouvement mutualiste, autour du covoiturage, mais aussi du prêt entre particuliers ou de l'échange d'objets. Bref, tout ce qu'on a et qui est trop rare, eh bien, on peut le partager à l'échelle d'un territoire et réinventer ces systèmes de protection sociale tels qu'ils se sont inventés à la fin du 19e siècle sur ce qui était le plus critique, c'est-à-dire les accidents du travail, la santé, la vieillesse. Aujourd'hui, ça peut se développer dans toutes les dimensions de notre vie quotidienne. Il y a des opportunités de revenus complémentaires que génère l'économie du partage pour des habitants qui ont du mal à joindre les fins de mois. Il y a l'accélération de la circulation de la monnaie. On sait que les monnaies virtuelles, mais aussi ces quasi-monnaies que sont les biens ou les services qu'on s'échange à l'échelon local, plus ça circule vite, plus ça crée de la valeur, parce que la multiplication des transactions, eh bien, au passage, génère de la valeur ajoutée qui va cristalliser de la valeur sur le territoire. Et puis, ça permet aussi d'éviter les investissements dans des infrastructures lourdes qu'on n'a plus les moyens d'entretenir aujourd'hui. Pensez au TGV tout à l'heure. Aujourd'hui, le principal concurrent du TGV, c'est Blablacar, c'est-à-dire du covoiturage, des particuliers qui mettent en commun des ressources rares que sont des voitures et la capacité de les conduire sur des longues distances. Et bien, de s'appuyer sur une infrastructure comme celle-là, beaucoup plus agile, beaucoup plus optimisée, ça évite d'avoir à investir dans une infrastructure aussi lourde qu'une ligne de TGV. Bref, et je conclus là-dessus pour simplement d'abord renvoyer à plus tard la question de l'exercice du pouvoir local et de la démocratie locale. On a choisi avec Laurent d'y consacrer une séance à venir, mais ayez quand même à l'esprit que le numérique permet aussi de transformer ça. En tout cas, si on revient à la formule de départ de Louis Brandeis, les laboratoires de la démocratie, aujourd'hui, le gouvernement, la secrétaire d'État à l'économie numérique évoque cette belle notion d'une république numérique, c'est-à-dire d'une république qui va s'approprier, se laisser irriguer par tout ce que les entrepreneurs et les acteurs de l'économie numérique, les barbares, ont à apporter d'innovants, de créateurs de valeur, de solutions à des problèmes qu'on n'est jamais arrivé à résoudre ou qui naissent justement de la crise dans laquelle nous nous sommes enfoncés depuis plusieurs décennies. Eh bien, la réforme territoriale, son principal enjeu est de ménager aux collectivités territoriales la capacité de devenir les laboratoires de cette république numérique de demain. Et pour ça, il faut avoir en tête deux choses, que le numérique, c'est une compétence à part entière, une dimension qui doit, parce qu'on arrive avec le numérique à faire mieux et moins cher, qui doit devenir le cœur
de l'innovation dans les politiques publiques sur les territoires, et aussi se rappeler ce que c'est que l'économie numérique. C'est une économie en recomposition permanente où on est sans cesse, on repousse sans cesse l'horizon de l'innovation, où on cherche en permanence des rendements croissants, où on interagit de façon parfois conflictuelle, mais parfois extrêmement fructueuse avec ses utilisateurs. C'est une économie qui a besoin d'agilité, de souplesse, de marge de manœuvre, de marge d'expérimentation. Et donc, on est au rebours de ce que serait une réforme territoriale qui enfermerait les collectivités territoriales dans des compétences bien ciblées et qui leur imposerait une certaine manière de faire. La dimension laboratoire, elle existe si et seulement si les territoires peuvent actionner tous ces leviers d'expérimentation. Merci beaucoup.